Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Une nouvelle vidéo du journal de vlog. 4 ans après la précédente, mais ce n'est pas bien grave. Et surtout, ça devient une putain d'habitude. En fait, comme vous pouvez le voir, mon teint frais et mon regard vif et surtout ma voix de jeune fille. Je suis toujours malade en fait. Je me suis fait une super crève grippe covidée, je ne sais pas ce que c'était, qui m'a bien plombé 15 jours à peu près. Ça commençait à aller beaucoup mieux, puis j'ai eu des sorties, voilà, et au bout de 2-3 jours, c'était reparti comme en 40, et voilà. Et là, c'est à nouveau, je sais pas, c'est à nouveau à terre pendant 15 jours. C'est génial. J'ai quand même pris des notes, et du coup, j'ai raté plein de trucs, parce que évidemment, j'avais prévu de reprendre un peu en plus les vidéos. Ouais, comme vous pouvez le constater, à moi, quand je décide un truc, je m'y tiens de ouf. Ou pas. Donc voilà, donc là j'ai un peu noté certains trucs que j'ai regardé notamment. On va commencer par ça, j'ai aussi noté les questions, j'en ai peut-être oublié quelques-unes, vous me pardonnerez parce que j'ai des petits problèmes de concentration du coup par moment. Qu'ai-je regardé récemment et surtout qu'ai-je à en dire? Alors j'ai vu Andorre, putain, j'ai vu Andorre, j'avais regardé les 3 premiers épisodes et j'avais arrêté parce que j'allais dire j'aimais pas, mais vraiment c'était pas loin, j'étais pas loin de détester en fait, vraiment le ton, alors, la photo, mais enfin tout, enfin rien ne me plaisait quoi. Et le scénar aussi, l'intrigue, on battait déjà les steaks. Donc bon, je me suis dit voilà, c'est un parti pris, c'est un angle audacieux, ça plaît à beaucoup de gens, c'est génial. Bah c'est pas pour moi quoi. Donc j'avais arrêté, et puis après j'ai quand même eu pas mal de messages de potes youtubeurs et même d'abonnés me disant ah non Alex c'est con, tu devrais quand même un peu insister parce que c'est un peu lent à démarrer, mais par la suite, notamment à partir du 4-5, ça devient génial, tu vas voir vraiment bon. Donc j'ai relancé et j'ai terminé hier soir la saison et je ne comprends pas de quoi vous me parlez quoi. J'ai trouvé ça j'ai trouvé ça je peux pas dire que c'est pas bien parce qu'en fait c'est un tel parti pris que si t'es fan de ce style d'approche, c'est sûrement bien en fait. Moi je déteste, c'est tout ce que je déteste dans Star Wars en fait. Enfin c'est tout ce que je déteste dans Star Wars, ça n'y était pas jusque là quoi. Mais alors une petite remarque aussi, c'est qu'on m'avait dit si t'aimes Rogue One, normalement c'est obligé que tu kiffes et tout. Moi j'ai adoré Rogue One, adoré. Et j'ai détesté Andorre. Vraiment, là, voilà, j'ai vu tous les épisodes, c'est bon, je trouve que tout est à chier. Pour moi, hein, genre l'intrigue, bon. Je n'aime vraiment rien de rien alors que j'ai adoré Rogue One. Preuve que c'est possible. Alors je me dis que peut-être cet angle fonctionne sur moi en mode film concis et quand même ultra efficace et bien rythmé, etc. de deux plombes. Et plus du tout en série interminable de 12 heures. Enfin, voilà, je sais pas. Qu'importe. En tout cas, moi je suis quand même content qu'il y en ait pour tout le monde, puisqu'en fait, moi par contre, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que j'avais déjà compris que j'adorais tout dans Mandalorian, y compris le côté contemplatif, western, etc. Enfin, c'est-à-dire que j'ai des potes qui aiment bien Mandalorian, mais qui ont de grosses critiques à lui faire. Et quand j'écoute leurs critiques, c'est de ce que moi j'ai adoré. Donc en fait, je réalise que moi vraiment j'adore tout dans Mandalorian, mais tout. C'est une chance, c'est cool, je me sens hyper chanceux en fait. Et ben c'est vous qui avez adoré et vous êtes régalé pendant 12 heures de Andorre, qui avez de la chance. Et voilà, non, c'est vraiment pas pour moi du tout. Par contre, alors j'ai regardé le début de Tulsa King avec Sly, que j'attendais fébrilement, hein, vous m'en parliez souvent, d'autant que j'avais tellement détesté The Samaritan là, où en plus non seulement j'avais détesté, j'avais trouvé que le film était vraiment à ça du nanar quoi, le côté fun d'un nanar en moins, et qu'en plus Sly jouait vraiment mal, enfin alors il était mal dirigé, je ne sais pas, enfin c'était chaud. Donc ça m'avait vraiment brisé le cœur parce que je l'attendais avec grande impatience, Samaritan. Et là, Tulsa King, je le sentais bien, mais bon, voilà. Et j'ai terminé les 3 premiers épisodes, donc là on en a un par semaine, et je trouve ça fabuleux. Ouais, je trouve ça fabuleux, et là ça dépasse mes attentes en fait. C'est-à-dire que je trouve que la série est remarquablement bien écrite. Elle est drôle, mais drôle de façon à une sorte d'humour amer, quoi, que j'adore. Mais elle, en plus, au 3e épisode, elle dévoile déjà beaucoup de richesses que je soupçonnais pas.
c'est assez violent quand même. Il y a quelque chose d'assez sombre qui se ramène. Sombre dans le sens même carrément émouvant. Enfin, moi j'ai eu la gorge nouée à la fin du deuxième épisode. Pour ceux qui l'ont vu, ils verront de quoi je parle. Et donc j'ai retrouvé le Sly que j'adore. Stallone au top, quoi. De son jeu, il joue ultra bien. Et après l'avoir vu grimacer, baragouiner dans Samaritan, ça fait du bien de le voir sortir des punchlines super bien ciselées. Enfin voilà, tout est top. Vraiment, j'aime énormément. Pour l'instant, je vois mal comment je pourrais être déçu par la suite parce que il y a vraiment un ton qui est installé en fait. Donc je pense que je vais me régaler et c'est une super belle surprise de fin d'année cette série. Donc c'est en tout cas énorme conseil, hein. Et puis Andorre c'est tellement particulier que c'est ni je le déconseille ni je le conseille en fait. Je peux juste donner mon avis à moi. Voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps commencent un peu à connaître mes sensibilités. Voilà, j'ai détesté Andorre, détesté tout. Et j'ai adoré Tulsa King. J'ai vu ce petit film aussi qui s'appelle Lamborghini qui est donc la biographie du créateur de la célèbre voiture, donc, qui s'appelle lui-même Lamborghini. Et, euh, et c'est assez spécial parce que j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un très bon moment, mais j'ai été frustré comme rarement. C'est-à-dire que des zones énormes de la vie de ce mec sont passées sous silence. Enfin, c'est pas abordé quoi. Il y a des gros bonds dans le temps, mais énormissimes quoi. Et le film est très court, 1h30 ou 1h38, enfin un truc comme ça. C'est incroyablement trop court quoi. Et quand on le voit, on comprend aussi qu'il y a très peu d'argent. Et c'est vrai qu'un biopic sur Lamborghini, quoi, tu te dis, le film, il faut au moins qu'il fasse 2h30, quoi. S'il veut être un peu complet, quoi. C'est l'histoire d'une vie d'un mec, quoi. Bah, ça parle quand même d'un type parti de rien et devenu immensément riche, etc. Il faut de l'argent pour faire le film, quoi. Enfin, pour montrer cette richesse. Et là, tu sens qu'ils ont à peine, enfin, ils ont même pas en fait vraiment l'argent pour te montrer, du coup, que le mec est vraiment très 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 riche, enfin, etc. Donc c'est suggéré, bon, donc c'est dur de critiquer ça parce que c'est pas la faute, enfin, je veux dire, clairement, c'est la faute du studio qui a pas pu ou pas voulu mettre assez d'argent, mais c'est pas la faute du réal, quoi. Le réal, il a fait avec visiblement très peu de sous et il a fait c'est très bien, quoi. Franchement, c'est vraiment sympa, c'est bien. Mais il y a des choses qui sont pas développées et c'est impardonnable quoi. La Lamborghini la plus célèbre, la Countach, le modèle le plus célèbre au monde quoi voilà de Lamborghini quoi, celle de Miami Vice notamment, elle est pas du tout abordée. On voit pas du tout sa création, on voit pas son triomphe planétaire. Enfin, c'est hallucinant quoi. Un film sur l'histoire de ce mec et tu parles pas du tout de la création de la voiture la plus emblématique de sa marque. Bon bref, voilà, ça m'a frustré, deux trois autres trucs qui m'ont frustré aussi, mais une fois de plus je pense que voilà, c'est pas forcément la volonté du réal de se dire je n'ai pas envie d'aborder ce sujet, je pense pas. Voilà. Donc je le recommande totalement, c'est un petit film vraiment que je vous recommande. Alors j'ai vu aussi Armageddon Time, dont on m'avait parlé comme d'un truc bouleversant, etc. etc. Je vais pas m'étendre dessus parce que là voilà, c'est un journal de vlog donc je vais pas faire. Mais j'ai été très déçu, je me suis un peu fait chier. Je trouvais que c'était mignon mais ultra cliché. Enfin, j'ai pas vu le film bouleversant qu'on me vendait quoi. Anthony Hopkins, il est parfait comme toujours, mais enfin, ça ne suffit pas à rendre le film exceptionnel, d'autant que exceptionnel par contre, oui, il était totalement dans The Father là. Donc bon là, c'est voilà. Moi, donc, franchement, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché du tout à ce film-là. J'ai vu également Don't Worry Darling. Et je l'ai vu, j'en ai un souvenir très vague. Je me souviens vaguement que c'est entre Pleasantville et Truman Show, ce genre d'esprit. Je veux pas spoiler, mais il y a donc une forme de société, enfin pas de société, si de société en fait, une ville, voilà, une sorte de ville qui est construite dans le désert, qui est la ville parfaite, etc. Où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout va bien, et on va comprendre que évidemment c'est pas, il y a un truc qui coince quoi. Enfin, en tout cas voilà, donc si vous voulez lui donner sa chance, moi personnellement je vous le recommande, j'ai vraiment passé un très bon moment devant, même si ça ne brille pas par son originalité, mais alors vraiment pas, hein.
mais ça a plein d'autres qualités. J'ai vu aussi le Pearl, donc de Ty West, de la suite de X, que j'avais vraiment détesté, puisque je l'avais revu une deuxième fois, parce qu'on m'avait vraiment beaucoup conseillé de lui redonner une chance en fait. J'en avais fait une vidéo critique à l'époque où j'avais dit que j'avais vraiment pas du tout aimé, mais que peut-être j'étais mal luné, enfin comme il y avait beaucoup de gens qui disaient chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, je n'excluais pas d'être raté, enfin d'être passé à côté d'un truc quoi. Donc je l'ai revu il y a je sais plus quand, il y a 3 semaines, un mois, et j'ai trouvé le film encore pire. Et là en plus j'étais vraiment dans les bonnes conditions, je me suis dit allez, là je vais vraiment le regarder quoi. Et j'ai détesté, je trouve c'est vraiment ce film, putain, c'est quelqu'un qui me veut du mal, il me force à le revoir une troisième fois quoi. Donc bref, mais, et j'en ai déjà parlé 1000 fois, la curiosité chez moi est extrêmement forte, et j'étais néanmoins curieux, en fait c'est même pas néanmoins en fait, du coup j'étais curieux de voir comment tu prolonges enfin, pas ce concept, mais enfin, comme je savais que c'était une trilogie dès le début pour L'Oréal, j'étais curieux de voir, ouais, ok, vas-y, raconte-moi ton origin story de la meuf, avec donc Pearl. Et j'ai beaucoup aimé Pearl. Voilà, comme quoi, j'ai beaucoup aimé Pearl. Je trouvais le film très différent, évidemment. Enfin, le film est très différent de X. Et j'ai trouvé infiniment meilleur, c'est génial, j'ai vraiment beaucoup aimé, et ce générique de fin, mon dieu, voilà, pour ceux qui l'ont vu, générique de fin de ouf. Gros coup de cœur, Pearl. Autre coup de cœur, décidément, en fait d'ailleurs, je me demandais si j'allais pas quand même faire une sorte de petit top de l'année pour mais vite fait quoi, parce que vous êtes à nouveau plusieurs à me le demander en PM, est-ce que tu vas faire un top tes films favoris de cette année. Je l'ai jamais fait, enfin je l'ai jamais fait depuis que la chaîne existe, je l'ai jamais fait. Mais oui, je comprends qu'on puisse être curieux, parce que moi-même par contre, je vais toujours regarder les copains, ouais, c'est quoi les films qu'ils ont préférés cette année, c'est toujours intéressant de voir ça. Donc je comprends aussi que ça intéresse d'autres gens pour ce qui me concerne. Et je réfléchissais vite fait, et je me disais, j'ai l'impression que cette année j'ai vraiment beaucoup apprécié bien plus de films que l'année précédente par exemple, où il y en avait très peu. Ça je me souviens, hein, très peu, parce que j'avais quand même fait une vidéo de fin d'année où j'avais dit voilà qu'il y avait très peu de films qui m'avaient réellement séduit dans l'année quoi. Donc un autre coup de cœur que j'avais pas du tout vu venir, c'est Smile. Et en plus Smile, quand c'est sorti, j'avais vu la bande-annonce, ça a l'air pas mal, mais les bandes annonces, moi je leur fais plus du tout confiance, surtout sur les films d'horreur. Comment dire, plus le temps passait, plus je me disais non mais en fait je pense que je vais pas aimer, enfin que c'est encore un truc ultra balisé à l'américaine, enfin ça va pas me plaire. Et finalement je l'ai vu, et je l'ai beaucoup apprécié en fait. J'ai trouvé que c'était un film malin, alors qui fait peur, non, mais bon, de toute façon, moi, pour qu'un film d'horreur me fasse peur, ça devient très compliqué. C'est plus vraiment ce que j'attends. Ce que j'attends, c'est plutôt genre éventuellement un malaise, ou juste un bon film. En fait, je m'en fiche. Enfin, que j'ai pas peur. En fait. Et là, j'ai trouvé que j'avais un bon film. Et alors, je vais spoiler, mais spoiler de façon abstraite, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup apprécié le film, et vers la fin, j'appréhendais. Je me suis dit, par contre, évidemment, ça va plier sur le final en fait, et obéir à tous les codes des studios avec une happy end, un truc, bref. Et j'ai trouvé la fin excellente. J'ai trouvé la fin excellente et très dure, donc pas du tout justement happy end ni rien, et assez implacable, et ça m'a impressionné. Je me suis dit, moi, balèze. Donc Smile, je le conseille complètement, et de la même façon que voilà, je viens de dire oui, c'est pas un film terrifiant comme Hérédité ou je ne sais quoi. Il y a quand même, quand on rentre vraiment bien dedans, il y a quand même une forme de malaise qui s'installe, et c'est suffisant. Enfin moi ça me contente complètement. Donc voilà, beaucoup apprécié. À l'inverse du nouveau film de Neil Marshall, mais bon, ça devient, enfin déjà le précédent, je l'avais détesté, c'était une merdasse, j'ai oublié le titre, une chance. Mais donc là, son nouveau film, c'est de l'air, et c'est tellement mauvais que c'est fascinant, mais au sens morbide. Le scénario
C'est un sous alien mélangé à... Le film pille enfin 1 milliard de grands films, vous allez tous les reconnaître, c'est comme une espèce de jeu au début. C'est ça c'est pompé sur ça, bah ça sur ça sur ça. C'est une catastrophe. Enfin franchement, quand on a aimé The Descent, moi je crois que c'est le cas de réal où on assiste là, une espèce de naufrage artistique, mais d'une violence quoi. En fait, comment a-t-il pu réussir ce film quoi, ce Descent? Parce que depuis c'est quand même c'est boulet sur nanar sur enfin c'est une catastrophe quoi. Donc voilà, donc ça je le déconseille à tonf. Et le dernier que j'ai vu et dont je n'attendais vraiment rien, c'est She-Will. Alors She-Will c'est sorti ce matin au cinéma. C'est sorti en physique DVD Blu-ray le 8 novembre, pardon, partout sauf en France, mais bon, enfin, vous savez comment ça marche. Et c'est produit par Dario Argento. Alors oui, alors je précise par contre que en salle, enfin en tout cas moi par exemple, donc il est au CGR où je vais, et mais en VO sous-titré français uniquement. Donc je sais pas si c'est le cas sur tout le territoire national quoi. J'espère pas, parce que je sais que la VO sous-titrée ça décourage énormément de gens, surtout pour les films d'horreur. Enfin, ça se vend comme film d'horreur, mais je vais y revenir juste après. Mais donc j'espère que par exemple en Paris, région parisienne, tout ça, il est dans des salles en VF. Mais j'ai une grosse crainte parce que je me demande si en fait, je sais pas qui le distribue, mais peut-être qu'ils n'ont pas voulu investir dans un doublage. En tout cas, donc c'est le premier film d'une très jeune réalisatrice franco-anglaise, si j'ai bien compris, qui s'appelle, j'ai noté, Charlotte Colbert, et donc qui a réussi à convaincre Dario Argento de produire son premier long métrage. Avant, elle avait rien fait, parce que j'ai regardé du coup, hein, j'étais vraiment très impressionné par ce film. Enfin, elle n'a pas rien fait évidemment, mais elle n'a pas fait de film ni de court métrage, en tout cas ils ne sont pas référencés. Elle a juste travaillé comme scénariste et co-scénariste et encore autre chose, mais enfin en tout cas en tant que réalisatrice, c'est son premier film et c'est très spécial. Il y a un peu de Dario Argento, voilà, on pourrait s'y attendre. Et oui, il y a quelque chose quoi, mais c'est assez subtil et c'est pas non plus. Enfin, j'ai envie de dire qu'elle a déjà sa patte la meuf. Enfin, moi j'étais incroyablement impressionné par la maîtrise visuelle. Visuellement, le film est sublime, mais sublime. Alors c'est un film, je veux absolument pas trop en dire parce que moi j'en savais quasi rien et j'étais ravi de justement de tout découvrir en fait, un peu les yeux écarquillés à me dire mais qu'est-ce qui se passe quoi. En gros quand même je peux dire que c'est une actrice, c'est l'histoire, on va suivre en fait une actrice vieillissante qui se remet d'une opération lourde et qui en même temps est traumatisé par un événement terrible qui lui est arrivé au début de sa carrière. Euh, et les deux vont se réunir en fait dans des circonstances très étranges lors d'un séjour de convalescence qu'elle va faire avec une nurse dans une grange dans la forêt. Enfin, là c'est très mystique. Enfin, putain, j'ai adoré. Alors donc, j'ai adoré. Donc, She-Will, je vous le recommande totalement. Immense coup de cœur, mais immense coup de cœur. Alors c'est un film de revanche, de revenge, enfin non, de vengeance pour dire, féministe, c'est comme ça que, enfin en tout cas beaucoup de critiques en parlent. Il y a très vite des parallèles qui sont faits, j'ai vu avec le film Men par exemple, ou même Promising Young Woman, qui sont deux films que j'ai détestés. Si vous avez vu, j'en ai parlé des deux à l'époque. Hein. Enfin, Promising Young Woman, je trouve ça à chier de ouf, mais pas pour le sujet. Hein. Le sujet me pose pas problème, au contraire, c'est passionnant. Enfin, je trouvais que c'était un pur navet, quoi, que c'était vraiment pas bon du tout, quoi. Et Men, la fin, c'est entre le fou rire et la malaisance. Enfin, je sais pas. Enfin, bref, j'ai pas compris non plus. Et ben là, putain, mais là c'est exactement, enfin on dirait une leçon en fait. C'est une leçon d'intelligence. Alors c'est très violent. Hein. Alors il y a un côté un peu lynchéen aussi, j'ai trouvé. Il faut dire que les actrices sont extraordinaires. Je les connaissais pas, les deux principales. L'actrice principale, c'est Alice Krige. J'ai noté son nom parce que
elle crève l'écran quoi. Elle est accompagnée donc, par Kota Eberhardt, et fabuleuse également. Et on retrouve ce qui m'a fait immensément plaisir, Malcolm McDowell en super forme, qui apparaît assez peu, mais enfin quand même, hein, mais alors il est génial, ils sont tous géniaux, la photo je l'ai dit est sublime, il y a des idées de ouf. Et j'ai énormément aimé le ton et la façon dont c'est raconté. Je sais que ça va en perdre certains, c'est un trip quoi. C'est pour ça que je pense un peu à certains films de Lynch. La narration c'est particulier, mais c'est tellement audacieux et là encore quoi, c'est un premier film, mais c'est ouf quoi. Voilà, immense coup de cœur, mais vraiment, ça va être un de mes coups de cœur de l'année, je pense, chez Will. Magnifique, ça m'a bouleversé, vraiment, je trouve ça bouleversant. Et oui, et là, putain, la musique, j'ai oublié le nom de l'auteur qui est hyper connu, qui avait fait la musique de Requiem for a Dream et de plein d'autres grands films. Et là, il a fait un score pour celui-ci. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un magnifique vinyle qui est sorti. Incroyable. Mais alors vraiment, pour vous dire, c'était tellement beau qu'au début, après je me suis habitué, mais au début, ça me sortait du film en fait. Parce que je me disais, mais c'est quoi cette musique de dingue quoi. C'était magnifique. Donc voilà, voilà, je termine là sur celui-ci. Énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur chez Will. Donc ça c'est pour les trucs vus récemment. Et ah oui, je termine ici, je vais quand même vous ajouter juste deux toutes petites sorties Netflix que j'ai regardé. Vous savez que moi Netflix c'est surtout les docus qui m'intéressent. J'ai regardé un docu sur ce jeune qui pétait les couilles de Pepsi pour remporter un avion de chasse. En fait Pepsi avait fait une pub où il faisait une opération en fait en achetant plein de canettes et en ayant découpant plein de points. On pouvait obtenir en fait des cadeaux, donc des cadeaux promotionnels, donc voilà, des t-shirts, des lunettes, des casquettes, voilà, des blousons. Et ils avaient fait une pub où pour rire à la fin, on montrait un ado dans un avion de chasse et ils avaient mis pour 7 millions de points un avion de chasse. Et évidemment que c'était une blague, sauf qu'ils étaient tellement cons, enfin ça semble fou quoi, qu'ils n'ont pas mis d'astérix et aucune mention légale pour dire que bien évidemment que cet avion de chasse n'est pas réellement proposé au gain. Enfin, et il y a un petit malin qui a décelé le problème et a trouvé une astuce en fait pour réclamer cet avion de chasse. Enfin, c'est-à-dire réunir les 7 millions de points Pepsi, ça c'est tout un truc, et réclamer l'avion de chasse. Donc voilà, donc du coup ça a fait un tollé, enfin c'est plus qu'un tollé, c'est incroyable. Et donc il y a cette mini-série, c'est en 3-4 épisodes je crois, sur Netflix qui vient de sortir. Et c'est Pepsi Where is my jet, un truc comme ça. Et c'est excellent, je vous la recommande totalement. Et j'en ai vu une autre aussi sur cette bodybuildeuse américaine qui a assassiné son mari, lui-même bodybuilder vedette. Et voilà, donc une histoire complètement dramatique, mais assez intéressante et enfin, qui montre aussi beaucoup de choses sur l'univers du bodybuilding aux États-Unis dans les années 90. Donc ça pareil, ça vient de sortir et c'est génial. Enfin moi de toute façon vraiment c'est le genre de docu que j'aime beaucoup, hein. C'est particulier hein, mais donc moi ça me branche toujours. Et je vais passer maintenant à autre chose. Donc il y a les questions. Ah oui, et les achats. Alors les achats récents, je me suis offert quoi donc ah oui d'ailleurs je voulais vous remercier, vous avez été pas mal à me faire des mots de bon anniversaire. Je n'ai pas fait de grandes annonces hein, pourtant, ni de live ni rien, mais c'est vrai que c'était mon anniversaire, fin novembre. Et donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont fait un petit mot, c'était super sympa. J'ai acheté peu de choses, mais des choses assez marrantes. J'ai acheté ce truc-là, notamment lors de mon dernier passage à Paris. J'étais chez Album et j'ai acheté ça, donc c'est un Bendy Fig, ça s'appelle, c'est donc une nouvelle, enfin c'est très récent, une marque de figurines qui sont souples en fait, enfin souples, semi-souples, hein, mais que tu peux articuler un peu comme tu as envie. Et j'ai trouvé ce gremlin Mohawk là très cool, donc je l'ai pris. Et ils ont un milliard de trucs, il y avait E.T. mais il était très moche. Et il y avait aussi, enfin il y a un milliard de trucs. Donc et là en fait tous les sites français sont en train de recevoir toute la gamme. Ah oui ici, alors il y en a un que j'attends d'ailleurs que j'ai commandé mais que j'ai pas encore reçu, c'est L'Homme Invisible. Il est très beau, il reprend vraiment le design du premier film en noir et blanc. Et voilà, comme moi c'est un personnage mythique pour moi. Donc je l'ai pris avec une autre connerie, mais ça vous verrez ce que c'est quand ce sera arrivé. Qu'ai-je acheté d'autre récemment?
Oui, j'ai acheté le... Ah bah là, il est là. Le Mylène Farmer. Donc l'emprise, donc ça c'est le coffret ultra collector CD machin avec le livre à l'intérieur, le dépliant, etc., etc. Voilà, la dernière fois que j'avais acheté un coffret collector hors de prix de Mylène Farmer, c'était pour Inamoramento, je crois bien, donc en 99. Et voilà. Après j'ai, voilà, comme enfin, je le raconte à chaque fois, mais voilà, depuis Mylène Farmer m'a énormément déçu, même si je la respecte évidemment, mais ça ne me touche plus du tout. Enfin, c'est ce côté variété trop grand public. Enfin, je ne sais pas. Et puis là, c'est vrai qu'à la sortie de ce disque que j'attendais donc, bon, sans l'attendre, hein, j'ai vu tous les articles qui disaient son meilleur album depuis 20 ans, enfin, etc., etc. Mais même Le Monde, Libé, Télérama, enfin, des gens qui sont habitués depuis 20 ans à lui taper dessus, quoi. Donc je me suis dit, mais mince, est-ce qu'elle nous aurait tout d'un coup sorti un bon disque Et ouais, et donc voilà. Donc moi j'ai adoré cet album. Voilà. Et donc du coup j'étais tellement heureux, puisque quand t'es passionné de musique, bah la sortie d'un disque qui te touche énormément, c'est toujours un petit miracle, quoi. Et moi je pensais que cette année il y aurait que le Ghost, l'album de Ghost, qui m'aurait voilà mis les étoiles dans les yeux. Et ben non, voilà, Mylène. Et putain, j'aurais pas parié dessus, hein. Donc voilà, je trouve vraiment remarquable. J'ai mes préférences. Ne plus renaître, je trouve que c'est une chanson dingue. Rayon vert, j'adore également. Enfin bref, mais même globalement, enfin j'aime énormément. Donc du coup, elle méritait. Je me suis dit, ça me fait plaisir d'acheter le coffret CD collector grand format, etc., etc. Donc c'était très cool. Mais voilà, ça reste du farmer. Donc, si on est allergique, ça va pas passer non plus quand même. Mais on retrouve vraiment, effectivement, je trouve une qualité globale que moi j'avais perdue en tout cas depuis Anamorphosé et Inamoramento. Et d'ailleurs, c'est presque étonnant de la retrouver là, alors qu'on n'a toujours pas le retour de Boutonna. Et donc, il y a pas, enfin, il devrait normalement ne pas y avoir de grosse cohérence, parce que dès lors que c'est pas le même homme qui compose toutes les musiques, comme du temps de Boutonna, pour moi, par définition, on perd une cohérence. Et c'était un des reproches d'ailleurs que je faisais aussi aux albums qu'elle sort depuis 20 ans. Il y a trop de collaborateurs, trop de trucs gens différents, enfin voilà, c'est comme des compiles en fait du coup, qui n'ont pas d'âme vraiment. Et là, ce disque-là, il a une putain d'âme de ouf, et il est ultra cohérent, on jurerait que c'est le même mec qui a tout composé. C'est incroyable. Donc, bravo, vraiment bravo. Ouais, alors l'autre truc, vous le voyez peut-être pour... voilà, c'est juste ici. C'est le Gentle Giant de Mandalorian. Voilà, j'ai craqué. Donc, mais j'aime tellement ce perso et cette série. Donc je vous le montre. Hein, bon, il est absolument gigantesque. C'est le principe. Hein. Donc voilà. Et il est magnifique. Il a le jetpack, hein, je précise, mais il est sous la cape. Alors on peut le... Ce qui est génial avec les Gentle Giant, c'est qu'en fait ce sont des emballages qu'on peut ouvrir, on peut sortir la figurine, faire ce qu'on veut avec, et en même temps après le remettre, tout se reclipse. Super malin comme idée. Mais moi j'ai même pas eu le temps ni la force de le faire, donc j'y ai pas touché encore. Mais il est magnifique. Après... voilà, toute la gamme derrière. Je l'ai installé là pour le moment parce que je trouve la boîte vraiment somptueuse. Et voilà. Donc je vais passer maintenant aux questions. C'est n'importe quoi. Une petite quinte de tout, s'il vous plaît, monsieur Lafuite. Il n'y a qu'à demander. Alors les questions, je vais faire un peu vite parce que voilà, une fois de plus, hein, je vous fais la vidéo, mais c'est vraiment parce que je vous aime, quoi. Tu confirmais récemment ton attachement à Bowie, et tu t'en doutes via le petit logo qui me sert d'identifiant, ça titille mon intérêt. Peux-tu nous en dire plus? Alors, ouais, Bowie, moi Bowie, c'est mon père qui écoutait Bowie, donc c'est par mon père que j'ai découvert Bowie, et je l'ai découvert d'ailleurs par une forme de désaccord, puisqu'en fait c'était dans les années 80, et où mon père, qui était un gros fan de Bowie, mais de plein d'autres choses, hein, Springsteen, les Stones, enfin bon bref, a été déçu par les albums de Bowie un peu, effectivement, comment dire, un peu plus racoleur, un peu moins ambitieux, on va dire, voilà, des années 80. Et il y avait notamment Tonight avec Loving the Alien. Et moi, Loving the Alien, je trouvais ça beau à pleurer.
extraordinaire, quoi. Et lui, il était là, il faisait oh, non, 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 et tout bon. Et puis après, il y a eu Day In Day Out, et voilà, et j'ai vu effectivement les vieux fans de Bowie qui devenaient vraiment très déçus par ses albums en fait. Et moi, je trouvais ça génial. Je trouvais voilà, et un peu plus tard, j'ai creusé. C'est-à-dire que je suis allé à reculons, donc j'ai commencé à acheter les vieux albums et tout. Et Scary Monsters, voilà, après c'était mort. Low. Bon, enfin voilà, bon après c'est des clichés, enfin dire que Bowie c'est un des plus grands génies de l'histoire de la pop musique, mais même de la musique en fait, tout simplement quoi. C'est devenu un cliché, et c'est une stricte vérité quoi. Donc voilà, donc bah, Bowie, bah, j'ai tout, enfin j'ai tout. Je collectionne absolument pas. Hein. Donc par contre j'ai tous les albums, voilà que j'ai écouté, mais chacun un milliard de fois. J'ai mes préférences, mais je crois pas, par exemple, qu'il y a un album de Bowie que j'aime vraiment pas. Je réfléchis, mais non. Je crois que c'est vraiment des très rares artistes où si tu me dis, si tu vas dans mes CD et que tu me dis, j'en prends au hasard et tout, il y en a que je vais préférer, où je vais dire, ah là, celui-là, toi, si tu prends Station to Station, je vais être tout fou et tout, quoi. Il y a quand même des. Bref, donc génie total. Alors, par contre, Bowie, par exemple, je l'ai jamais vu en concert, et ça, c'est un gros regret. Mais voilà, donc ça, voilà, c'est un artiste que je vénère. C'est pas ma passion, hein. J'ai pas un milliard de livres sur lui, j'ai pas. Voilà, c'est pas une idole. Enfin, j'ai beaucoup d'idoles, mais il en fait pas vraiment partie. Par contre, j'ai tous ses albums et c'est un putain de génie, quoi. Un mec que j'adore, quoi. Ah, envisagerais-tu de parler de la carrière de Sinoa Duke lors d'une vidéo? Eh non, voilà, non, parce qu'en fait, la carrière de Bowie, mais lol, quoi. D'abord, c'est en plusieurs vidéos, je pense, et de 3 heures chacune. Et encore, parce qu'il y a aussi, on peut aussi parler quand même des, comment dire, de toutes les activités de Bowie hors carrière solo, quoi. Les collabs, bon, moi qui suis un fou de Nine Inch Nails, bon, bah, la rencontre avec Reznor, on a bien vu ce que ça a donné avec Outside, etc. Et puis même, le vrai duo, les clips, enfin c'est tellement riche. Les films aussi. Bon, il a fait des trucs très pas fabuleux, mais il a fait des trucs quand même que moi je trouve absolument excellents aussi au cinéma. Donc, enfin bref, c'est sans fin. Et je suis sûr qu'en plus sur YouTube, il y a 1 milliard d'excellentes vidéos sur la carrière de Bowie, etc. J'ai une question, vu que tu as commencé à en parler dans le vlog numéro 15, que penses-tu de la chronologie pardon, des médias en détail? Waouh, alors que penses-tu en détail, non, ouais, là j'ai vraiment pas la force ni le temps, parce qu'il faut un peu argumenter, parce que c'est un sujet très sensible, donc tu peux pas juste te ramener et dire je trouve que l'actuelle chronologie des médias en France par exemple est catastrophique, et ne fonctionne absolument pas, et te barrer. Enfin, surtout quand t'es personne. Enfin, moi, je suis vraiment personne. Donc, enfin, alors ceci dit, si, à la limite, en fait, c'est parce que je suis personne, je peux le faire, en fait. C'est parce que c'est sans conséquence. Ce n'est que mon avis. Mais j'aimerais quand même développer. Évidemment, je ne pense pas ça sans raison. Enfin, d'autant que j'ai beaucoup d'amis qui sont aux États-Unis, où donc il n'y a pas cette chronologie des médias, où il n'y a même pas les systèmes de quartier limité, ça n'existe pas. Et où régulièrement des films pulvérisent tous les records et rapportent beaucoup plus d'argent qu'on n'en aura jamais en France, et où par contre la situation est globalement catastrophique, on est totalement d'accord, mais elle est presque autant en France de ce que me disent les exploitants que je connais, ou même quand je feuillette les articles, enfin bref, c'est la merde partout, et j'ai pas l'impression qu'on surnage dans l'opulence grâce à une chronologie des médias qui est quand même fait beaucoup de mal. Après il y a aussi, c'est pas que ça, il y a aussi le problème de vivre avec son temps, et je trouve que l'idée de base était très belle à la création de cette chronologie des médias, que le système a assez vite montré ses limites, puis assez vite montré qu'il pouvait même carrément faire pire, c'est-à-dire être contre-productif, c'est-à-dire en fait nuire plus qu'il ne faisait du bien. Donc c'est très compliqué. Mais pourquoi pas, hein, mais par contre ce serait une vidéo, il faudrait que je prépare 2 secondes pour vraiment argumenter intelligemment. Sachant que les gens qui sont pour sont très énervés. c'est pas, voilà, c'est pas un sujet... c'est un sujet où les gens vont dire ah ouais toi t'es contre, ah ouais ok non je suis pour, mais bon allez bonne soirée. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut un peu argumenter à minima pour voilà, pour tenir tête aux gens qui sont là. Quoi, espèce de nazi, bon tu veux mais me foutre le feu à tous les cinémas français, bon.
Voilà. As-tu aimé à l'époque des groupes comme Rat, Great White ou Skid Row? Je crois que je t'ai répondu en commentaire. Ouais, enfin, mais c'est plus qu'aimé, hein. C'était mes idoles de ouf. Skid Row, il y a une vidéo où je montre, hein, j'ai la biographie américaine de Sebastian Bach. J'ai tous les CD du temps où il y avait Sebastian Bach, hein, parce que voilà, on sait, enfin, si on est fan de Skid Row, on est au courant que le chanteur s'est fait virer comme un malpropre il y a de très très longues années, que depuis c'est de la pure merde. Mais le premier album c'est une tuerie, Slave to the Grind c'est un chef-d'œuvre. Après j'aime un peu moins le troisième que j'ai quand même, mais bref. Great White par contre j'étais pas hyper fan, j'en ai deux, Once Bitten Twice Shy, donc le diptyque en fait qui est sorti dans les années 80, qui a beaucoup marché aux États-Unis en tout cas. Et Rat c'est un groupe favori tout court en fait. Ça, même en sortant de la niche heavy metal, Rat, c'est un des groupes que j'écoute le plus dans ma vie en fait. J'adore ce groupe parce que j'adore le timbre de voix de Stephen Percy qui a une voix très très particulière. Et puis parce que c'est des sons chauds et que c'est un métal, enfin c'est un hard rock très FM, donc très pop en fait, dans les structures avec des mélodies très très fortes et beaucoup de basses. Et moi j'adore beaucoup de sons chauds, des synthés, enfin j'adore. Donc en fait c'est musclé, c'est pas violent mais c'est puissant. Ça, il y a une texture en fait même à la prod, hein, qui est spécifique à ce groupe notamment. Enfin il y a d'autres groupes qui ont un son et une prod similaire aux albums de Rat, mais voilà, c'est un Invasion of Your Privacy et Dancing Undercover, même le premier, hein, enfin c'est des albums extraordinaires que j'adore. Voilà, mais là pareil, hein, c'est-à-dire que c'est jusqu'à je sais pas trop peut-être de quel album, Detonator, je dirais que c'est le dernier que j'ai vraiment adoré. Mais oui, en tout cas, oui, tout à fait. Puis un milliard d'autres groupes, hein, Cinderella, Poison, enfin, il y a un milliard d'autres groupes, DAD, je sais plus avec qui j'en parlais l'autre jour. Faudrait que ah oui, d'ailleurs, ouais, parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois qu'on me demande, par contre, peux-tu nous faire une vidéo de ta collection de tous les groupes de heavy metal que t'as? Mais alors là, vous allez pas être déçus, quoi. Peux-tu nous dire quel est ton album de Ghost préféré? Tes chansons favorites? Moi, ça doit être Zénith. Ah voilà, Zénith, la chanson extraordinaire. Mais les fans de Ghost adorent cette chanson et sont foudrage qu'elle ne soit en fait qu'un bonus au lieu d'être un vrai titre single d'un album, quoi. Elle l'aurait vraiment mérité, quoi. C'est un chef-d'œuvre totalement. Deus in Absentia, Absolution, mais il y en a tellement en vrai. Je vais les revoir en concert en mai pour la 3e fois. J'ai hâte. Bah écoute, moi aussi normalement. Je sais pas trop encore dans quelle ville, mais ce sera où Rouen ou je sais pas où, mais oui, c'est sûr que j'y retourne. Alors ouais, alors mon album favori de Ghost, je pense que c'est Infestis Summum, même si j'adore le premier. Ouais, non, je dirais comme Infestis Summum, mon album préféré. Enfin voilà, donc Ghost, ouais, immense groupe, Tobias Forge, génie total pour moi. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, ils avaient d'ailleurs remporté le prix du meilleur album de l'année pour je sais plus quel énorme magazine là, ultra prestigieux américain. Comment il s'appelle? Je sais plus. Et ce concert de Hai Long, est-ce que c'était bien? Oui, alors oui, bah, je sais pas comment. Si, puis j'en ai parlé sur Instagram, je crois. C'est pour ça. Bah Hai Long, ouais, c'était super. Enfin, c'était même plus que bien. C'était incroyable. D'autant que c'est pas un groupe que je connaissais très bien. Je le connaissais. Enfin, j'étais invité, mais immense claque. J'ai été très 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 agréablement embarqué, enfin complètement envoûté. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Et en plus, vraiment avec un super bon public à l'Olympia. Enfin, c'était excellent. Un avis sur le concert de Cure? Bah oui, voilà. Bah Cure, donc c'était à Nantes, hein, c'était juste après, je crois, ou juste avant. Alors Cure, c'était un peu pas mitigé, mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais par exemple, ma chérie qui était avec moi, et qui est une immense fan de Cure, mais immense. Ouais, elle était un peu mitigée sur le ton global et la setlist et tout, alors que bon, moi, on a eu At Night, Drowning Man, enfin, ça y est, j'étais heureux, quoi. Après, et puis il n'y a pas de chanson de Cure vraiment enfin, dans la setlist de cette tournée, même si ça change pas mal de soir en soir, ce que je trouve absolument génial. Enfin voilà, moi j'ai quand même vraiment beaucoup apprécié tout, et j'étais tellement heureux d'entendre Robert avec cette voix que je trouve incroyable.
toujours. Enfin, voilà, à l'heure où énormément de mes idoles des années 80 sont en train de perdre leur voix. Enfin, c'est quand même assez terrible pour certaines ce qui se passe, quoi. Bah Rob, il a toujours ce coffre, quoi, et cette taciture incroyable. Enfin, moi, voilà, c'était magique. Donc moi, j'ai adoré. J'ai passé comme un super bon concert. Don Blackbird t'accompagne sur Face in Reverse et tout l'album Eject que tu viens de sortir. Peux-tu nous en dire plus sur cet artiste? Bah, en dire plus, on avait déjà collaboré plusieurs fois sur des morceaux de mes projets artistiques, et en coulisses, c'est quelqu'un qui avait déjà qui était en tout cas consulté de façon extrêmement sérieuse pour tout ce que je fais, enfin quasiment, hein. C'est la personne avec qui je partage ma vie depuis plus de 13 ans maintenant, et mon épouse également, mais qui est voilà, surtout une personne incroyable, vraiment incroyable, humainement, et une personne passionnante, enfin bref. Et vocalement, c'était, enfin si je devais échanger avec une voix, c'était la sienne ou aucune. Connais-tu la série TV Homicide Life on the Street? Non, pas du tout. Les mêmes producteurs et showrunners que The Wire et Oz. Oh putain, ouais, donc ça doit être sacrément bien. Mais non, je ne connais pas, donc je vais vraiment aller regarder par contre. 16 questions pour le vlog 16, putain. À chaque fois, je crois que tu vas te décourager et que tu vas te dire non, là, ça va faire trop, je vais pas trouver. Et si, en fait, tu trouves. Voilà, ne jamais sous-estimer un adversaire. Team vampire, team loup-garou, zombie ou momie? Excusez-moi, une petite alerte sur mon ordinateur. Team loup-garou parce que c'est trop cool les loups-garous. Moi quand j'étais gamin et ado, c'était les loups-garous que je préférais aux vampires ou voilà, la momie, zombie, tout ça. Parce que les films de loups-garous, d'abord ça me faisait super peur. Donc bah, le loup-garou de Londres. Il y avait Hurlement aussi qui m'avait fait super peur à l'époque. Wolfen, enfin tous ces trucs là, bref. La compagnie des loups, bref. Donc j'ai toujours été fasciné par les loups-garous. Je repense d'ailleurs à ce film dont on parle plus du tout, mais qui était vachement bien dans les années 90, il me semble, qui s'appelait Dog Soldier. C'était génial, j'avais adoré. Encore un film de loup-garou. Donc non, Team loup-garou, parce que et puis Thriller, quoi. Hein, Michael Jackson, tout ça, quoi. Non, j'ai un truc avec les loups-garous, je trouve ça génial. Le concept est génial, le mythe, enfin, c'est fascinant, et en plus c'est effrayant, quoi. Enfin, je trouve ça génial. Lequel des dieux déesses de l'Olympe est ton préféré? Alors, je dirais Hadès et Poséidon, parce qu'ils sont trop cool les deux, quoi. Mais vraiment, même quand même Zeus, il tabasse bien aussi, quand même. J'adore, je trouve ça fascinant en fait. De toute façon, les dieux d'Olympe, c'est les meilleurs, hein. Enfin, c'est les plus intéressants, les plus fascinants, je trouve, hein. Je sais pas. Mais d'un point de vue en tout cas euh, culturel et même enfin, dans les textes, quoi, c'est absolument. Enfin, il y a les Égyptiens aussi, c'est assez fascinant aussi. Puis bon, Zeus, quand même, il a quand même su asseoir son autorité sur tous les gamins de ma génération avec Ulysse 31. Et je peux te dire que quand t'étais gamin, tu regardais Ulysse 31 et que tout d'un coup t'avais Zeus qui parlait à Ulysse, tu la ramenais pas trop, quoi. Tu la ramenais pas trop, il y avait quand même la bonne grosse autorité, quoi. Quels sont les instruments de musique, tes instruments de musique, pardon, préférés? Dans le fond ou la forme? Ah, alors, bah, en tant que auditeur et passionné de musique, parce que c'est surtout ça qui est intéressant, je dirais le synthétiseur et la basse, parce que vraiment c'est des instruments qui apportent en fait dans les arrangements, donc en fait des vibrations que j'adore, voilà. Et par exemple, il y a des styles musicaux qui me parlent pas trop, et enfin je me souviens d'une fois où je discutais avec des potes musiciens et on s'est rendu compte qu'en fait ils me parlent pas trop parce que notamment c'est des styles musicaux où ces instruments-là, et même de façon plus globale les sons chauds, ne sont pas les bienvenus. Donc en fait, j'y retrouve pas, voilà. Mais par exemple, voilà, que j'écoute de la pop, enfin, ou de la new wave, ou des trucs comme ça, ou même énormément de trucs de hard rock, des choses comme ça, il y a quand même des instruments voilà, qui sont. Ou même tout ce qui est industriel, enfin, Marilyn Manson, Nine Inch Nails, c'est quand même des mélanges enfin, la basse notamment est super importante. Et les synthés, les machins, bon, voilà, la guitare électrique, évidemment.
Et je suis quelqu'un qui adore les boîtes à rythme. J'adore le côté synthétique de la boîte à rythme. Voilà, par exemple, les premiers Depeche Mode, les trucs comme ça. Ce qui est important, c'est la beauté du son que tu obtiens. Que tu l'obtiennes avec 14 ordinateurs ou un instrument. Et d'ailleurs, dans quelle mesure l'ordinateur n'est pas devenu un instrument. Moi, j'ai régulièrement des conversations sur ce sujet-là. Et je constate quand même que même des musiciens traditionnels commencent à accepter en fait que oui, dès lors qu'un objet sort un son et que en le triturant, on obtient des mélodies, etc. Bah oui, bêtement, ça devient un instrument en fait, tout simplement. Hein. Donc un logiciel sur un ordinateur, ça devient un instrument. D'une certaine façon. En cela, les Daft Punk, on peut pas dire que c'est pas des musiciens parce qu'ils ne jouent pas du banjo, par exemple, tu vois, ou de l'accordéon. Hilarant. Et j'ai perdu mon sens de l'humour avec la maladie. Que penses-tu de la reprise de Smooth Criminal par Alien Ant Farm? Je déteste. J'ai rien contre la démarche, hein, mais je déteste Alien Ant Farm et ce qu'ils en ont fait, je supporte pas. Qui a tué JR pour toi? Ah, mais bon, en fait, le problème, c'est que moi j'aimerais, parce que c'était tellement génial dans ces années-là quand on savait pas, quoi, et on s'étripait les uns les autres, mais c'était tellement génial, quelle époque formidable. Puis on a su, enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même la révélation dans Dallas, quoi. Donc en fait, on sait factuellement, quoi, que c'est Christine, donc la sœur de Sue Ellen, la mère biologique de Christopher, quand même. Élevée par Bobby et Pamela. Là, j'ai perdu tous les plus de je ne sais quel âge. Et enfin non, tous les moins de je ne sais quel âge, pardon. Et donc voilà, mais bon, donc c'est Christine, hein, voilà, c'est Christine. Voilà. Quelle critique aurais-tu à faire à Michael Jackson du point de vue artistique? Oh putain. Ah non, non, mais aucune, hein, je me permettrai pas. Enfin, c'est pas une critique, mais à force de lire sur lui énormément au fil des ans, de discuter avec des gens qu'il avait connus, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire peu avant sa mort, puis d'accéder à plein de documents, de trucs et tout, enfin, en fait à un moment t'en sais tellement, enfin t'en découvres tellement, etc. Et moi je regrette un tout petit peu que c'est un regret en fait, c'est pas un reproche, j'ai aucune critique à faire, mais j'aurais aimé, moi personnellement, à titre personnel, j'aurais aimé qu'il soit, enfin en fait, je sais pas comment le formuler, mais j'aurais aimé qu'il reste passionné par sa musique à une période où il est devenu, c'est pas il a plus été passionné, mais il était, je pense, il accordait trop d'importance, mais c'est facile à dire quand on n'y est pas, hein. Mais il accordait trop d'importance aux répercussions économiques et aux prises de risques en fait qu'impliquerait de suivre sa passion, et où donc il s'est mis trop la pression sur il faut vendre au moins autant, il faut redorer le blason, il faut faire ci, faire ça, mais pour faire ça, il faut donc écouter ce qui marche, trop de stratégie en fait, voilà, trop de stratégie, mais il ne pouvait pas en être autrement, je pense, au bout d'un moment, pour lui. Surtout dans les moments difficiles, où il a beaucoup moins vendu, etc., surtout aux États-Unis. Donc voilà, j'aurais aimé que, bon bref, mais et puis j'aurais aimé, à titre très personnel, à Michael un peu plus agressif, un peu plus offensif. On sait, quand on a un peu étudié et fouillé, etc., on sait que il y avait un côté sombre de Michael Jackson, mais qui n'est pas du tout celui que les langues de pute voudraient croire, mais notamment un côté sombre artistique. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les artistes, qui allait dans une forme de violence artistique, etc. Alors que ce soit à travers la photographie, ça pouvait être à travers mille choses, hein. Les films, bien sûr, les films d'horreur, enfin il était passionné par les films d'horreur, mais également la musique. Enfin moi j'oublierai jamais, je sais plus c'est merde quelle personne qui avait bossé sur History, qui avait raconté qu'il avait exigé de tous les collaborateurs, dès qu'ils écoutent The Downward Spiral de Nine Inch Nails, qui sortait tout juste, et je trouve ça complètement dingue. Alors c'est pas si dingue que ça en fait, mais du coup, enfin voilà, j'aurais bien aimé que par exemple dans son travail et tout, il se laisse aller un peu plus loin dans son côté arbrousse-poil, quoi, parce qu'il était très doué là-dessus, et que les fois où il a un peu effleuré cette zone-là, c'était génial, quoi. Et Dieu sait qu'il avait beaucoup de colère en lui, donc en plus ça aurait pas été fake du tout. Et d'ailleurs les fois où, enfin je trouve que les fois où Michael, y compris sur certaines démos d'ailleurs, hein, se lâche dans la espèce de violence vocale, c'est extraordinaire, mais parce qu'on sent que il y a vraiment de la rage qui doit sortir, quoi.
Donc voilà. Aimes-tu l'album Graceland de Paul Simon sorti en 86? Et que penses-tu de lui d'ailleurs, Chevy Chase? Oui, et dans le clip du premier single de l'album You Can Call Me All, ouais, bah, je me souviens super bien du clip parce qu'il était matraqué à l'époque. Et par contre, je connais pas du tout Paul Simon, mais pas du tout, du tout, du tout. Je connais ce tube, j'en connais un ou deux autres peut-être, mais même sûrement. Mais je n'ai pas d'album. Je crois pas que mon père avait des disques de Paul Simon parce que à une époque, quand j'étais vraiment gamin, j'allais beaucoup fouiller dans ses vinyles. Il en avait énormément. Donc du coup, je peux pas te dire ce que j'en pense parce que je connais pas du tout. Et qu'en plus, Paul Simon, de mémoire, c'est comme quelques autres artistes un peu... je sais plus avec qui je parlais de John Cougar Mellencamp l'autre fois. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont quand même vraiment des grosses stars assez incontournables aux États-Unis, mais qui se sont très peu exportés en réalité. En Europe et même dans le reste du monde. Voilà, si je sors dehors et que je dis un tube de Paul Simon, les gens vont me faire de quoi, de qui, enfin, personne ne connaît quoi. Donc c'est intéressant d'ailleurs pourquoi. Mais donc voilà, donc ça je ne saurais pas trop quoi te dire. Tu es plutôt team Michael Jackson, Quincy Jones ou Michael Jackson, Teddy Riley ou Jimmy J ou avec avec Terry Lewis ou Rodney Jerkins. Alors en dépit de tous les crachats que j'aimerais déverser sur ce qu'est devenu Quincy Jones humainement, je dois dire qu'il surnage de très très loin les autres. Et que la team Michael Quincy Jones, en tout cas pour Off the Wall et Thriller, et même enfin, surtout Off the Wall, c'est imbattable, c'est absolument imbattable. Donc et que là il y a vraiment eu la fusion de deux êtres incroyables, même si pareil, hein, c'est comme pour Thriller, hein, quand on fouille un peu, on réalise que Quincy Jones, il a un côté révisionniste, bah, surtout avec l'âge, hein, c'est horrible, hein, mais il vit vraiment très très mal ce monsieur. C'est triste. Et que donc il manque beaucoup en plus. Mais bon, il a quand même fait. Voilà, heureusement qu'il était là quand même. Et on lui doit à jamais énormément de choses. Et puis voilà, le talent. Hein. Une fois de plus, hein, tu peux être un fiefé connard, et c'est clairement ce qu'il est devenu. Ça n'enlève rien à l'immense talent que tu as eu dans ta vie. Quelle est ta soundtrack préférée entre celle du film Beverly Hills, Ghostbusters, Back to the Future, Top Gun ou Dirty Dancing? Alors tu vois, moi qui ai plein de BO des années 80, etc., j'en ai très peu de celles que tu cites. J'ai pas Dirty Dancing, c'est assez sûr. Top Gun, je l'ai pas. J'avais juste Danger Zone parce que c'était le seul morceau que j'adorais. Mais j'aimais pas Take My Breath Away là de Berlin, il me semble. L'autre tube du film alors bah si par contre j'ai non alors en fait parce que j'ai Ghostbusters par contre et en CD et en vinyle même j'ai même récupéré le vinyle d'époque il y a pas longtemps et Ghostbusters il y a ah ouais, putain si c'est avec Laura Branigan là oh putain non ouais, la BO elle est géniale non en fait tous les morceaux j'adore de Ghostbusters donc de très loin Ghostbusters en fait c'est sûr même si Beverly Hills Cop je l'avais aussi et qu'il y a de super chansons dessus mais Ghostbusters, non, c'est clair. Team Flesh for Fantasy ou Eyes Without a Face? Flesh for Fantasy parce que rien que le clip de Flesh for Fantasy, c'est extraordinaire. Après, Eyes Without a Face, le clip il est très beau aussi, et puis cette chanson elle est tellement magnifique, qui rend d'ailleurs donc hommage à ce film Les Yeux sans visage. Film extraordinaire, si vous l'avez pas vu Les Yeux sans visage, il faut absolument corriger cela. Flesh for Fantasy, je crois que c'est un des premiers 45 tours que j'ai acheté de ma vie, quand j'étais vraiment gamin, quoi, à sa sortie, quoi. Et j'étais hypnotisé par cette chanson, là on parlait des grosses basses, les petites notes de synthé, enfin c'était tout ce que j'adorais, quoi. Enfin, c'était En plus, Flesh for Fantasy, il y avait un côté Duran, mais en version ultra agressive, quoi. Mais quand même, très FM, quoi, très radio, quoi. Billy Idol au top. Que penses-tu du titre California de Mylène Farmer? Au final, je pense que c'est mon préféré d'elle avec Chloé. Oh putain, Chloé. Oh, Désenchantée, libertine, que mon cœur lâche et l'instant X. Ah, alors c'est intéressant parce que alors, les morceaux de Farmer que je vénère, il y en a énormément. Et Chloé, et qui est pourtant très peu, enfin qui est même pas connue du tout. Enfin, Chloé, c'est connu des fans de Farmer, quoi. Pas de Monsieur, Madame, tout le monde, quoi. C'est pas un tube, quoi. Et Chloé, waouh, à chaque fois que j'écoute ces chansons, j'ai envie de pleurer, de me pendre, de ressusciter, puis de me remourir ensuite. Et d'aller me noyer, surtout, parce que c'est Chloé quand même. Quel chef-d'œuvre, cette chanson, mais quel chef-d'œuvre. California, alors étrangement, tu vois, comme quoi, mais c'est super intéressant, et c'est souvent ce qui fait les très grands artistes, c'est quand
tout le monde n'est pas d'accord. Il y a comme les très grands artistes où tu peux te dire oui, tout le monde va être d'accord pour dire que c'est telle chanson la meilleure de sa carrière. Bah, du coup c'est pas très intéressant, tu vas pas en parler pendant 1000 ans. Alors qu'il y a des artistes où personne va être d'accord, et c'est souvent les très grands artistes. Par exemple, Prince, régulièrement je me prends la tête avec des potes fans de Prince, parce qu'on n'a pas les mêmes albums favoris, on n'a pas les mêmes, on estime que il était au sommet de sa créativité sur tel disque et pas sur tel autre, et il y en a un pote qui va dire mais pas du tout, mais c'est génial comme débat, parce qu'en fait effectivement la disco est très riche, très bonne globalement, donc en fait selon les sensibilités de chacun il y a plein de scénarios possibles quoi. Et Farmer, surtout dans les années Boutonna, enfin ce que j'appelle les années Boutonna quoi, cette alchimie qu'il y avait entre ces deux-là, quoi. C'était tellement miraculeux. Et c'est vrai que les premiers albums de Farmer, il y a juste rien à jeter. Enfin, pour moi, mais rien de rien. Tous les premiers avec Boutonna, c'est spectaculaire. Donc, alors, California, sur Anamorphosé, si ma mémoire est bonne, c'est un que j'ai pas trop... Un titre, hein, la chanson que j'ai pas trop adoré. C'est bien, hein, j'avais même acheté enfin je l'ai toujours, hein, le maxi CD avec les remix et tout, c'était l'époque où il y avait des magnifiques remixes de Boutonna sur chaque single. California, j'étais pas trop fan du côté vraiment groovy, je sais pas, il y avait un truc je sais pas, je peux pas dire pourquoi. Alors sinon, ouais, Désenchanté, évidemment, Libertine, chef-d'œuvre quoi. Quand mon cœur lâche, je l'aime beaucoup. Je préfère les extended remix là qu'il y a sur la compile que mon cœur lâche. Il me semble d'ailleurs que ça s'appelle, ou c'est un autre nom, je sais plus. Il y a 2 disques. Enfin, je l'ai en CD et où il y a les versions extended de que mon cœur lâche, qui sont absolument géniales. Et l'Instant X, c'est une tuerie de ouf. Ah ouais, l'Instant X, c'est magnifique. Et les textes aussi, les textes. Mais bon, de toute façon, Farmer, quand même. Ouais, tu vois, le fait que le nouvel album me reséduise, en fait, me réconcilie, on va dire, avec elle, bah du coup, ça m'a encore fait me replonger dans ceux que j'ai toujours adoré, que je connais archi par cœur. Et putain, mais quand même, le génie de cet univers, enfin il y a quand même un truc incroyable, voilà. C'est pas un hasard quand même si elle surnage depuis toujours, hein. Même dans les années où moi j'accroche plus, hein, voilà, une fois de plus, hein, les 4-5 derniers disques avant celui-ci, je les ai tous écoutés, mais je peux pas dire que j'aime vraiment, c'est trop dispersé, trop de duos, trop de featuring, trop radio-friendly, c'est plus assez... c'est pas forcément dark, parce que oui, on lui demande pas de rester... ultra Edgar Poe, etc., comme à ses débuts, mais néanmoins, là, il y a quand même un retour vers une forme de pénombre. Je crois que c'est dans Le Monde où ils ont relevé ça, et oui, clairement, enfin, c'est un album qui est plus sombre, je trouve. Quelle chanson des Inconnus la fuite en vidéo conseillerait de reprendre à Syndrome? Ah putain, excellent. C'est bien tordu comme question, monsieur. Mais le problème, en fait, c'est que, alors, c'est pas, moi, comme je suis pas connu, ça n'aurait aucun intérêt. Putain, ça parlerait pas aux gens. Mais il y aurait matière à faire, parce qu'en plus, il y a des chansons de Syndrome qui sont volontairement humoristiques, et on pourrait presque dire que c'est des chansons que pourraient faire les Inconnus, mais sans rien déformer, en fait. Juste, il reprendrait ma chanson à l'identique. Et ce serait drôle, je pense. Quels sont les 10 titres préférés de Prince et Michael Jackson? Ah ouais, non, alors ça je vais te le faire, mais au prochain JDV, parce que là je suis vraiment trop fatigué. En 1980, Michel Polnareff sort l'album Bulle, mon album préféré de lui. Et moi aussi. Quels sont tes titres préférés de celui-ci? Et que s'est dit le petit Alex de 9 ans en 81 la première fois qu'il l'a entendu? Alors juste pour la blague, quoi, pour te montrer à quel point je suis fan de cet album, Bulle. C'est un des albums que j'ai en le plus d'exemplaires, je crois, avec Bad de Michael Jackson. Donc j'ai 3 éditions différentes en vinyle. Celle-ci, parce que elle est de je sais plus quel label, enfin en fait chacune a des différences. Voilà, encore une deuxième. Ah oui, bah même le papier est différent là d'ailleurs, on sent. Ah oui, et sur le vinyle lui-même, le visuel n'est pas le même. Je me souviens. Et là, encore une troisième version. Donc voilà, donc c'est ces 3 versions différentes en fait de l'album de Polnareff. Que j'ai également, donc bien sûr en CD normal. Voilà. Que j'ai également en réédition remaster japonais machin, qui reprenait d'ailleurs là en fait comme le vinyle en fait.
qui est sorti il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, la cassette, évidemment. Et j'avais aussi, parce qu'il est lié, hein, en fait, le faux live, c'est le faux enregistrement public, en fait, de son passage télé en 82. Okay, là, c'est un vinyle transparent. Et il y avait également la version cassette qui est, elle, devenue assez rare, hein, voilà, ça c'est vraiment un peu collector. Mais donc que dire de ce disque, chef-d'œuvre total, j'adore Incognito également, donc alors que pourtant voilà, Incognito, lui par contre il est assez décrié, hein. Alors mes titres préférés, ça dépend des années en fait, mais tous, j'ai longtemps été obsédé par Où est la Tosca, incroyable cette chanson, Radio, Tam Tam, enfin non mais enfin, avec Bulle de Savon qui est tellement mélancolique, tellement, mais c'est un chef-d'œuvre. Enfin, cet album c'est un chef-d'œuvre. J'en avais d'ailleurs parlé avec Michel quand j'ai échangé avec lui pendant toute une période, la même période où j'ai repris d'ailleurs une chanson de l'album Incognito avec son accord. Bulle, incroyable, un des meilleurs albums français de l'histoire de la variété française, quoi, voilà. Et d'ailleurs, je réalise, oui, je mettrais aussi Farmer, évidemment, enfin la team Boutonna Farmer avec Ainsi soit je, mais si je faisais un top, il y aurait sûrement aussi peut-être Play Blessure, le Bachung Gainsbourg, et il y aurait Bulle de Polnareff, par exemple. Alors à la sortie de l'album, je me souviens que je l'avais vu... non, je crois pas que je l'ai vu. J'ai un petit doute. Je crois pas que je l'ai vu à la télé, par exemple, pour la sortie de Bulle. Par contre, je me souviens très bien en 85, donc bon, je sais pas, beaucoup plus vieux, quoi. Quand il y a eu la promo en France pour Incognito, et où il chantait dans la rue, notamment dans des émissions et tout. Ce look, quoi, cette façon d'être, enfin, je trouvais ça tellement incroyable que je me souviens par contre qu'en tant que gamin j'étais fasciné, je le trouvais fascinant, visuellement, les lunettes qui étaient lui donnaient un air un peu alien, peroxydé, enfin il était incroyable, ce mec était fou. Enfin, il était, voilà, il venait, on sentait qu'il n'était pas français, en fait, c'est-à-dire que tout en étant français, mais comme il vivait déjà depuis de longues années en Californie, on sentait qu'il venait du futur, en fait, je sais pas comment dire, quoi. Mais c'était génial, génial. Et les arrangements, enfin la musique, il avait 20 ans d'avance, quoi. Dernière question, Team Apollo Creed, Clubber Lang, Ivan Drago ou Tommy Gunn. Oh, Tommy Gunn, sûrement pas. Pour les autres, c'est dur, parce que je les adore tous les trois en tant que personnages, quoi. Même si Apollo, alors oui, c'est les adversaires de Rocky, on est d'accord. Mais Apollo Creed est devenu tellement plus que ça. C'est devenu, voilà, l'ami, le pilier, le complice, le confident, le sparring partner, enfin, etc. Puis, enfin voilà, celui par qui le drame arrive. Enfin, Clubber Lang. Tellement iconique, mais iconique sur un film, quoi, clairement, quoi. Mais en même temps, les scènes de... Enfin, moi qui ai vu Rocky 3 genre 70 fois, les scènes d'entraînement, notamment quand Rocky s'entraîne avec son petit vélo d'appartement, là, les ballons, la petite musique disco, avec les meufs qui lui font des bisous et des photos et tout, et que tu vois l'autre qui est dans les rues, ah putain, c'est tellement violent. Le contraste. En termes de richesse de personnages, Apollo évidemment. Voilà. Ne serait-ce que pour toute la durée du parcours, quoi. Apollo, on le suit, premier Rocky, deuxième Rocky, troisième Rocky, quatrième Rocky. Enfin, il fait partie de la famille, quoi. Donc voilà. C'était la dernière question. Il n'est pas impossible que j'en ai loupé une ou deux que vous m'ayez laissé. Donc si c'est le cas et que vous vous en rendez compte, n'hésitez pas à me la refoutre sous cette vidéo. Avec une petite menace. Et j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je vais refaire comme vidéo un peu plus régulièrement, mais ça fait tellement de fois que je dis ça et qu'à chaque fois le destin il fait non. Que voilà, je ne promets rien, mais voilà, au moins une vidéo avant, enfin en décembre, quoi. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.